Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Je suis super content d'être avec vous. Avant de commencer, je voudrais savoir pour qui c'est totalement clair maintenant l'intelligence artificielle. Si on vous demande d'expliquer en une phrase. Ça a été très bien dit par Jean-Philippe. En fait, je résume, on passe de l'informatique programmée, bête, avec des règles, ce que vous utilisez tous les jours, on clique, on sait ce qui se passe, ça a été programmé, à des machines entraînées. C'est-à-dire comme des enfants, encore une fois, vous voyez qu'ils n'ont pas les règles de la grammaire dans la tête lorsqu'ils sont bébés, on leur parle et ils conceptualisent pour comprendre qu'il y a des règles de la grammaire sans même savoir qu'elles existent, et être capable de parler. Vous allez tous participer à l'éducation de ces algorithmes d'intelligence artificielle en utilisant ces technologies. En fait, alors, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est déjà ce que vous faites aujourd'hui. Lorsque vous taguez quelqu'un sur Facebook, vous indiquez à la machine qui se trouve sur la photo. Ce qui veut dire qu'elle peut utiliser les algorithmes qui ont été évoqués au début pour agréger ces photos et ensuite reconnaître qui se trouve sur la photo. C'est comme ça aussi qu'on peut reconnaître les cancers. On va nourrir l'algorithme avec plein de photos et le médecin va indiquer, va superviser ce qu'il y a sur la photo. Il va dire ça c'est un cancer, tel type, ou là il n'y a pas de cancer. Et donc encore une fois, plus on nourrit l'algorithme, plus il devient bon. Il atteint les mêmes performances que le médecin, voire il le dépasse. Est-ce que vous savez qu'IBM, alors là c'est moi qui vais faire votre pub, il y a 1 an et demi, a été capable de diagnostiquer une leucémie sur une patiente atteinte d'un cancer rare au Japon en moins de 10 minutes. Est-ce que vous avez lu ça dans la presse? Ce type de performance, sachez que vous allez en voir de plus en plus. D'ailleurs, on a des nouvelles tous les jours en matière d'intelligence artificielle qui sortent dans les papiers de recherche et qui nous montrent qu'il n'y a absolument aucune limite aux fonctions cognitives que l'intelligence artificielle va développer. Je reviendrai sur cette notion de complémentarité de l'homme avec la machine parce que je pense que ce n'est pas vrai, mais que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce qui s'est passé en fait ces dernières années, c'est qu'avec les algorithmes, les réseaux de neurones artificiels qu'on a évoqués au début, on a permis à la machine de voir, de reconnaître son environnement. Les machines peuvent aujourd'hui regarder, comprendre, conceptualiser ce qui se passe sur vos écrans d'ordinateur ou vos smartphones. Ça veut dire que demain, alors elle sait déjà le faire aujourd'hui, elle peut lire des factures, elle peut les mettre dans des bases de données, mais demain, elle va être capable de plus en plus de comprendre, de contextualiser, de voir les problèmes, peut-être de manière très détaillée, beaucoup plus qu'un spécialiste. On a donné cette capacité aux machines. Mais maintenant qu'on a donné aussi cette capacité de voir, on va leur donner aussi une autre capacité, c'est celle d'atteindre des objectifs. Parce qu'en fait, vous savez que notre vie, elle se déroule dans notre champ de vision, et on adapte nos objectifs en fonction de ce qu'il y a dans notre champ de vision. Maintenant qu'on a donné la capacité aux machines à voir et à reconnaître ce qu'il y a dans son environnement, on va la laisser s'entraîner pour réaliser des tâches. C'est comme ça, par exemple, que Google a battu le meilleur joueur de Go au monde l'an dernier. Ça, vous l'avez suivi dans la presse, la victoire de Google au jeu de Go. Ce qui est spectaculaire dans cette histoire, c'est que tous les spécialistes, informaticiens et chercheurs en neurosciences, pensaient tous, vous allez voir pourquoi il ne faut jamais écouter les experts, qu'on n'arriverait pas à faire ça avant au moins 20 ans, 30 ans, voire 50 ans, selon certains d'entre eux. La machine a réussi à pulvériser le meilleur joueur au monde. Et ça a surpris tout le monde, surtout les spécialistes. On va vers des machines qu'on va pouvoir entraîner à réaliser de plus en plus de tâches. C'est complexe aujourd'hui pour certaines d'entre elles, mais on arrivera à tout faire par la machine progressivement. C'est l'objectif des chercheurs en tout cas. Et encore une fois, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Quelques exemples de ce qu'on est capable de faire. Alors, je ne sais pas si vous lisez la presse, si je suis redondant ou vous savez déjà, dites-le moi et j'accélère. Google a été capable, l'an dernier, de réduire de 40% sa facture d'électricité sur le refroidissement de ses serveurs, avec une intelligence artificielle qui ajuste la gestion de l'énergie en temps réel. Ce n'est pas un faux chiffre, hein. Vous regardez le graphique, ils allument l'intelligence artificielle, on a une baisse de 40% de la consommation énergétique, et dès qu'ils l'éteignent, on reprend les 40%. C'est considérable comme chiffre. Là, ils veulent aller encore plus loin chez DeepMind, donc la société filiale de Google qui a réalisé cette prouesse. Ils veulent réduire de 10% la facture d'électricité de toute la ville de Londres. Et ils vont le faire. C'est des disrupteurs, ils n'ont aucune limite, ces gens-là. Tous les domaines en ce moment sont en train de se faire augmenter, voire disrupter par l'intelligence artificielle. Et encore une fois, c'est une excellente nouvelle. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on passe d'un monde, comme l'a dit Sundar Pichai, le patron de Google, on passe d'un monde mobile first, où tout était régi ces dernières années par la mobilité, par le smartphone, dont on nous parle depuis quelques années, à un monde AI first, où on va mettre de l'intelligence artificielle absolument partout, tout autour de nous. Alors, il est vrai, ça a été dit avant, qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est très spécifique. On entraîne l'algorithme à des tâches précises.
On lui apprend à reconnaître Alzheimer sur des imageries de cerveau, par exemple. Et ça fonctionne très bien. On voit ça 10 ans avant les premiers signes cliniques. On détruit les performances des médecins. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle. On utilise ces algorithmes pour faire du traitement du langage. Alors pour l'instant, avec des performances moins bonnes que sur de la reconnaissance de cancer, par exemple. On l'utilise pour conduire des voitures sans chauffeur. Bref, toutes nos fonctions cognitives sont progressivement en train d'être modélisées par des algorithmes d'intelligence artificielle. Vous savez, les machines, dès les premières machines, elles étaient capables de faire des choses beaucoup mieux que nous. C'est le cas de la mémoire. La mémoire de l'ordinateur a toujours été meilleure que celle de l'homme, mais jusqu'à présent, une machine était incapable de reconnaître un cancer. Là, elle commence à aller sur nos fonctions cognitives les plus complexes. Cette intelligence artificielle, l'enjeu, ça va être de la rendre universelle, de la rendre globale. Les géants de la tech qui travaillent dessus aujourd'hui, alors quand je dis les géants de la tech, c'est les Google, c'est les Facebook, c'est IBM, c'est Microsoft, et quelques startups très spécialisées. D'ailleurs, au passage, pour savoir si une startup est pertinente et bonne sur l'IA, elle se fait approcher ou racheter 400 millions par un géant, théorie du signal. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle n'est pas pertinente sur le sujet. Ces géants qui travaillent, c'est très important pour reconnaître les bonnes startups, théorie du signal. Ces géants, leur enjeu en ce moment, c'est d'apprendre aux machines à combiner toutes les petites tâches qu'on leur apprend à faire en ce moment, ce qui a été évoqué tout à l'heure, manipuler du texte, remplir des formulaires. On leur apprend même à surfer sur Internet pour faire du shopping, par exemple, aujourd'hui, pour que demain, vous puissiez demander quelque chose de très vague à une intelligence artificielle, qu'elle soit capable de le comprendre et de vous répondre. L'exemple que j'aime bien, qui illustre ça, et que j'utilise assez souvent, c'est il faut que vous puissiez dire à l'intelligence artificielle « organisme et vacances » et qu'elle soit capable, alors ça c'est déjà le cas, de vous suggérer une destination et que ça matche parfaitement, comme sur Netflix, ça vous suggère un film et le matching est parfait quasiment, mais qu'elle soit aussi capable de réserver vos vacances, même s'il faut discuter avec quelqu'un au téléphone, même s'il faut remplir avec les moyens de paiement, etc., s'occuper de la logistique, bref, combiner et mobiliser toutes ces étapes pour arriver à un objectif complexe de manière autonome. On ne sait pas encore le faire aujourd'hui, mais ça va très vite et on va être capable de le faire assez rapidement. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, demain, les logiciels vont disparaître. Aujourd'hui, vous utilisez des logiciels spécifiques pour vos tâches de tous les jours. Pensez à vos outils de comptabilité, vos outils bureautiques, votre navigateur Internet, etc. Demain, à la place, vous aurez tous un assistant intelligent, autonome et à votre service. Tous ces logiciels qui font toutes ces fonctions vont être intégrés dans un assistant qui va être capable progressivement de tout faire pour vous. Vous saurez quoi lui demander et il saura s'occuper de la tâche en question. Cet assistant intelligent, en fait, il finira par devenir votre expert personnel dans tous les domaines. Ce sera votre banquier, ce sera votre médecin, votre avocat et votre comptable. Enfin, le mien. Parce que... Mais l'idée sous-jacente, vous avez compris, c'est de transférer l'expertise aux algorithmes. Parce qu'en fait, on est très arrogant en tant qu'être humain, on pense qu'on est intelligent. Mais avec ce qu'on découvre en ce moment sur les algorithmes, je peux vous assurer qu'il faut qu'on prenne beaucoup plus de recul là-dessus, parce que comme je vous le disais, ils sont en train d'atteindre nos performances là-dessus. Vous savez que le taux de succès du diagnostic médical, par exemple, c'est de 47 à 49% selon les études qui ont été faites. C'est-à-dire que pour avoir un diagnostic correct, il faut voir 2 à 3 médecins. Comme le disait Jean-Philippe, si on pouvait agréger toute cette expertise, toute la connaissance et l'expertise des médecins dans un cloud, on aurait tous la même probabilité de diagnostic et ça se rapprocherait de la vérité beaucoup plus vite. Aujourd'hui, la connaissance n'a plus aucune valeur économique. Elle a une valeur d'usage, parce qu'on peut l'utiliser et que ça apporte énormément de choses, mais économiquement, elle n'a plus de valeur parce qu'elle est disponible en abondance. Juste la loi de l'offre en économie. Tout le savoir juridique est en ligne, tout le savoir médical est en ligne, etc. Comme l'a dit Jean-Philippe, ce qui a de la valeur dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus la connaissance, c'est l'expertise. Ça ne sert à rien d'avoir la connaissance mondiale médicale. Si vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas la traiter. Pareil pour la connaissance juridique, comptabilité, etc., ce que vous voulez, pour n'importe quel type d'expertise. Mais vous comprenez bien qu'avec les algorithmes qui sont en train de modéliser progressivement nos fonctions cognitives, l'expertise aussi deviendra une commodité comme la connaissance. Parce que ces algorithmes vont être disponibles dans le cloud, que tous les experts, vous y compris, comme je le disais au début, allez entraîner l'algorithme pour transférer votre expertise. Le médecin va entraîner l'algorithme à faire du diagnostic, à proposer des traitements. L'avocat va entraîner l'algorithme à trouver des arguments juridiques, à les structurer,
à établir des probabilités de raisonnement d'un juge, etc. Puis tous les avocats du monde vont faire ça et ça améliorera l'expérience juridique de l'algorithme dans un cloud. Bref, l'expert transfère son expertise à l'algorithme d'intelligence artificielle. La connaissance n'a plus de valeur aujourd'hui économiquement parlant. L'expertise, plus pour longtemps. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Parce que regardez, quand vous allez chez le médecin, vous y allez encore un petit peu pour la partie diagnostic, technique, expertise, mais vous y allez surtout parce qu'il vous écoute, le médecin, parce qu'il vous rassure, parce qu'il vous conseille. Personne aujourd'hui ne voudrait se faire annoncer un cancer par un algorithme. Vous voyez où je veux en venir? On n'est pas bon sur l'intelligence et sur l'expertise en tant qu'être humain face aux machines. Par contre, on est excellent sur l'empathie, sur la relation. Un expert, demain, ce ne sera plus un expert technique. Et encore une fois, c'est une bonne nouvelle qu'on confie l'expertise aux algorithmes parce qu'elles vont être plus fiables et qu'elles contiendront toute la connaissance mondiale. Mais par contre, on va exiger de nous, les anciens experts, d'être d'excellents êtres humains en termes d'empathie, de connaissance, de relation, enfin de connaissance de l'autre, de relation, etc. Ce que font déjà d'excellents experts aujourd'hui. Ils savent avoir cette notion d'empathie. L'intelligence, ça c'est vraiment ma conviction personnelle, qui aujourd'hui coûte très cher, parce que c'est rare, parce que ça a un coût d'apprentissage, c'est l'école, c'est l'expérience au travail, c'est ça qui coûte cher. Ça deviendra une commodité parce qu'elle sera disponible dans le cloud. IBM, mais c'est le cas aussi d'Amazon, Jeff Bezos, son patron, l'a déclaré il y a quelques jours, Microsoft aussi, Google aussi, ils vont tous mettre à disposition les algorithmes qui ont été évoqués dans le cloud et toutes les entreprises dans n'importe quel secteur pourront les utiliser pour augmenter leur travail au quotidien. Dans vos métiers, dans ceux du médecin, dans ceux de l'avocat, n'importe quel type d'expert, vous allez tous être augmentés dans un premier temps, c'est-à-dire que la machine va vous faire des suggestions. Elle va dire par exemple au médecin, et si c'était tel diagnostic? Puis ça va donner des idées au médecin. Donc là, la machine est complémentaire. Mais très vite, on l'a vu sur le mélanome, mais c'est le cas sur plein d'autres cas d'usage, la machine rattrape l'expert, l'égalise et ensuite le dépasse. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la finale d'AlphaGo. Vous savez, Google, quand ils ont battu le joueur de Go. Les experts n'ont pas compris pourquoi la machine jouait tel pion plutôt que tel autre. Parce qu'aucun expert au monde, en intelligence artificielle ni en Go, n'avait vu ce type de stratégie. C'est la machine qui a découvert cette stratégie. Elle a dépassé la connaissance humaine et son expertise sur ce sujet. Il va se passer la même chose et IBM déjà commence même à trouver des nouvelles molécules contre le cancer en utilisant ce type d'algorithme. Donc vous voyez, l'objectif c'est toujours de rattraper l'être humain sur son expertise, de l'égaliser et ensuite de le dépasser parce qu'on en a besoin. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Donc l'intelligence ne sera plus un facteur différenciant, c'est l'empathie, c'est la relation, c'est là où on est bon en tant qu'être humain qu'on pourra créer de la valeur. Le problème en ce moment, c'est qu'on vit une période de disruption. On cherche à se transformer, on parle de révolution, moi j'y crois pas, je pense qu'on est en train de détruire l'ancien monde pour en faire pousser un nouveau avec énormément de valeur au passage. Pour illustrer la disruption, ce qui marche bien, c'est Kodak. Vous savez, Kodak, on parle toujours de Kodak en exemple de fail. Quand le digital est arrivé, ils se sont dit « Génial, les gens vont prendre plein de photos, on va en imprimer encore plus ». À aucun moment, Kodak ne s'est dit « Et si les gens ne voulaient plus imprimer de photos? Et s'ils les regardaient sur leur smartphone ou sur les réseaux sociaux ?» C'est comme ça qu'ils sont morts, Kodak. L'enjeu pour les entreprises, pour comprendre ce nouveau monde avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de la disruption, c'est de se dire qu'elles ne sont pas indispensables. Les banques, par exemple, elles doivent arrêter de dire « On aura toujours besoin de banques ». Bill Gates a dit « We need banking, not bankers ». Donc oui, peut-être qu'il y aura une fonction bancaire, mais ce sera peut-être sans les banques, avec autre chose, de la blockchain, ce que vous voulez. Les avocats, ils n'arrêtent pas de dire « On aura toujours besoin d'avocats ». Peut-être, mais peut-être plus sur l'expertise. On aura toujours besoin de comptables, on aura toujours besoin de ce que vous voulez. Le premier réflexe à avoir face à la disruption, c'est de se saborder, c'est de se dire « Ce que je fais aujourd'hui n'aura plus de valeur demain » et de se poser la question, ce que n'a pas fait Kodak, quelle activité je ferai demain et comment je vais gagner de l'argent. Le problème qu'on a en ce moment, c'est que quasiment toutes les entreprises dans tous les secteurs jouent sur la performance. Elles essayent d'intégrer ces outils pour améliorer la manière dont elles font leur activité, pour être plus performantes, plus productives. Mais regardez bien, tous les concurrents de ces entreprises dans leur secteur respectif vont arriver au même niveau de performance et de productivité. Pour se différencier, il va falloir faire autre chose. Tout le monde aura le même niveau de maturité technologique. Les disrupteurs de toute la planète, les Steve Jobs, les Bill Gates, les Elon Musk, sont obsédés par la disruption. Steve Jobs, alors c'est l'autre côté du spectre, je suis d'accord avec vous, il se demandait en permanence comment tuer son business pour le réinventer. Et vous savez quoi, il l'a fait. Une entreprise traditionnelle ne l'aurait jamais fait.
Quand il a créé l'iPod, vous savez, le Walkman numérique tout petit là, qui a cartonné, c'était une vache à lait. Ça cartonnait en termes de revenus. Sauf qu'il se disait, ça va se faire tuer par autre chose. Lorsqu'il invente l'iPhone, il tue la source de revenus de l'iPod. Jamais une entreprise traditionnelle n'aurait osé faire ça parce que c'est une source de cash, donc de ressources, donc d'existence, etc. sur le futur. L'enjeu dans la disruption, c'est de se saborder et de se demander où sera la valeur. Et ma deuxième conviction sur le sujet, c'est que la disruption ne vient jamais des experts d'un domaine respectif. Ce n'est pas vous qui allez vous disrupter, ce n'est pas les médecins qui vont se disrupter. On le voit d'ailleurs, c'est les géants de la tech qui sont en train de les attaquer. Ce n'est pas les avocats qui vont se disrupter. La disruption vient toujours en dehors de l'expertise. C'est pour ça que lorsqu'on parle même d'intelligence artificielle, il ne faut surtout pas écouter les chercheurs, les informaticiens techniques, parce qu'ils sont excellents et donc ils ont des œillères sur ce sujet. N'importe quel expert développe des œillères. Le meilleur exemple, c'est Albert Einstein là-dessus. Vous savez, Albert Einstein, il disrupte la science physique newtonienne avec la théorie de la relativité, les théories des relativités générales et restreintes. Sauf que toute sa vie, il devient tellement expert qu'il ne voit pas la mécanique quantique arriver. Et lorsqu'elle arrive, il n'y croit pas, il la rejette. Et on sait aujourd'hui qu'il s'est trompé là-dessus. Même chose avec Elon Musk. Lorsqu'Elon Musk a dit, il y a quelques années, qu'il avait créé des lanceurs de fusées réutilisables, à la NASA, ça les a fait rigoler. Quand il a réussi à le faire, il rigolait beaucoup moins. Ça ne vient jamais des experts d'un domaine respectif. Pareil pour les voitures sans chauffeur. Les voitures électriques d'abord. On a un problème, on est dans le secteur de l'énergie, c'est qu'il fallait stocker l'énergie. Qu'est-ce qui s'est dit? Pas de problème, je lance une compagnie, une société de batterie. La disruption vient toujours en dehors des spécialistes. Et vous savez, chez Google, je parle beaucoup de Google, mais c'est parce que c'est vraiment un exemple de disrupteur en ce moment, ils ont un mot pour ça. Est-ce que vous connaissez, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui m'ont déjà vu en conférence, mais j'adore cette phrase. Chez Google, pour disrupter, ils disent « commencez par apprendre aux singes à parler ». Vous savez pourquoi ils disent ça? Parce que la plupart des entreprises aujourd'hui et des secteurs qui veulent se réinventer, elles font semblant d'innover. Elles innovent autour, mais elles ne veulent pas disrupter. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'elles ne s'attaquent pas aux vrais problèmes, ceux qui ont le plus de valeur pour les entreprises. Exemple, et je suis sûr que vous avez suivi l'actualité, donc ça va tous vous parler. Depuis 100 ans, il y a un problème dans les supermarchés, c'est la file d'attente. Aucun spécialiste des supermarchés, de la grande distribution, n'a adressé ce problème pendant 100 ans. Le disrupteur, Amazon, lorsqu'il arrive sur le retail, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par faire un système, une technologie sans caisse pour faire disparaître les files d'attente. Il s'est attaqué au problème le plus complexe que l'industrie n'a jamais voulu régler. Du coup, maintenant, les supermarchés ils sont en panique parce qu'ils se demandent comment ils vont rattraper leur technologie, ne pas être dépendants de leurs brevets, etc., etc. Toujours le même schéma, comme Kodak, comme BlackBerry, comme Nokia, etc. En fait, c'est une vraie leçon d'humilité qu'on est en train de vivre en ce moment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais c'est une excellente nouvelle. Parce qu'effectivement, ça change plein de secteurs, ça fait disparaître des jobs, ça en fait apparaître d'autres, ça les transforme, etc. Mais on est tous dans le même bateau dans cette histoire. Auparavant, c'était un secteur contre un autre, un métier contre un autre, une compétence contre une autre. Aujourd'hui, on est tous concernés en même temps. Et ça doit être de l'optimisme pour nous. Parce que ça ne veut pas dire qu'on va juste disparaître dans notre coin, ça veut dire qu'on a l'opportunité, nous tous, de réinventer une société. Effectivement, on va avoir des gains de productivité considérables avec ces algorithmes d'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que si on ne veut pas détruire d'emplois, c'est juste de l'économie, hein. Il faudrait qu'on ait une demande pour chacune de ces tâches proportionnelle. Si vous faites 20% de gains de productivité dans votre job et que vous n'avez pas une demande de 20% en face pour la combler, vous détruisez des jobs, c'est sûr. En ce moment, on dit beaucoup, non, ça ne va pas détruire de jobs parce que ça va en recréer d'autres. Peut-être, mais on ne sait pas dans quelle proportion. En tout cas, ce n'est pas forcément grave parce qu'encore une fois, on est en train de régler des problèmes qui ont de la valeur pour l'humanité. On va guérir énormément de maladies. On va sauver des vies avec des voitures sans chauffeur. On va gagner énormément de temps pour le consacrer à autre chose, peut-être du loisir dans la société de demain, mais c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Considérons tous, moi y compris, chacun dans notre métier respectif, que notre métier, notre activité est un problème. Si on a besoin de la faire, c'est que c'est une contrainte. Utilisons la technologie pour se débarrasser de cette contrainte et passer à d'autres problèmes. C'est ce qu'on fait depuis toujours. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas, ces problèmes, quand ils disparaissent. On est tellement bon à régler des problèmes en tant qu'être humain et tellement concentré sur les problèmes qui viennent qu'on voit que ceux qui sont en face de nous. Pensez aux maladies qu'on a éradiquées, comme la variole par exemple. On n'en parle plus du tout. Pensez aux pics de pétrole. On n'en parle plus du tout. Parce qu'on est concentré sur tous les autres qui arrivent en ce moment. Mais en tout cas, on les résout
ça va vite, et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. C'est sur notre capacité à résoudre ces problèmes, à la valeur que ça va créer pour l'humanité. Mais encore une fois, chacun dans notre secteur respectif, on doit se demander quelle activité on fera dans le futur, et surtout pas se dire il y aura toujours besoin de nous. Même si c'est réglementé, etc., ce que vous voulez, pensez aux notaires en ce moment, je pense que ça ne va pas bien se passer dans quelques années. Mais c'est pas grave, c'est pas les seuls, on est tous concernés. On est tous dans le même bateau dans cette histoire. Ce qui est fascinant, et je terminerai là-dessus parce que j'ai un peu dépassé, désolé, je me dépêche, c'est qu'en fait, cette intelligence artificielle, elle est en train de challenger notre intelligence. On ne sait pas aujourd'hui définir ce que c'est que l'intelligence. Vous demandez à 15 chercheurs, vous aurez 15 réponses différentes. C'est normal, c'est toujours comme ça en science, ça s'affronte, ça se confronte, ils se détestent, ils veulent avoir des prix Nobel, etc. Mais en tout cas, ça nous permet de comprendre et de découvrir ce que c'est que notre intelligence, ces algorithmes. On les utilise en ce moment en neurosciences. Et surtout, ça nous donne des idées. Plus on découvre ce que c'est que l'intelligence, plus on a des pistes pour créer de l'intelligence artificielle, et plus on code de l'intelligence artificielle, plus on affine notre compréhension de notre propre intelligence. Et je vous assure, on est en train de se rendre compte qu'elle est beaucoup plus limitée qu'on le pensait, mais surtout qu'on va pouvoir utiliser ces algorithmes pour mieux vivre et régler plein de problèmes partout autour de nous. Merci à tous pour votre attention.